StudyGate Digital Learning Technologies. L'ictère se définit comme une coloration jaune à bronzée des téguments et des muqueuses, due à une augmentation du taux de bilirubine plasmatique, quel que soit bilirubine conjuguée ou non conjuguée. Chez l'individu normal, le taux donc de la bilirubine totale, ça varie entre généralement 5 et 17 micromoles. Et c'est généralement une bilirubine à prédominance non conjuguée chez le sujet normal. Donc avant de continuer, il faut savoir que la bilirubine peut donc être exprimée en micromoles par litre, voilà parfois en milligrammes par litre. Le facteur de conversion, donc mais le milligramme par litre, les micromoles par litre, c'est généralement fois 1,7. Donc on parle de subictère. Les bilirubines totales, ça dépasse généralement le seuil de 17 micromoles par litre. Subictère, généralement, donc l'ictère est visible. Il faut savoir que l'ictère d'abord est visible sur les conjonctives. Les conjonctives, donc une partie des sclérotiques de l'œil. La bilirubine, elle a une affinité, grande affinité pour l'élastine. L'élastine, c'est un constituant du tissu conjonctif, les conjonctives. Donc, l'ictère sur les conjonctives. Et puis, l'ictère est franc à partir généralement d'un taux de bilirubine total, bien sûr, supérieur à 50 micromoles par litre. Il faut savoir que l'ictère, c'est un symptôme banal chez le nouveau-né. Mais il est toujours pathologique chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte. Très important. Métabolisme de la bilirubine. C'est la partie la plus importante pour comprendre le reste du corps. D'abord, la bilirubine, donc la production, d'où elle vient. Il faut savoir que la bilirubine, ça devient de la dégradation de lait à partir de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, généralement, les globules rouges sénescents, donc, vont être dégradés au niveau des macrophages, au niveau du système réticulo-endothélial. L'hémoglobine, qui est un pigment, donc va être divisé en globine. La globine, c'est les protéines, c'est les acides aminés, vont être recyclés. Et l'hème, donc le fer va être capté bien sûr, donc tant fois fait le métabolisme du fer. Il y a la protoporphyrine. La protoporphyrine, elle est donc la bilirubine. Donc il y a une réaction enzymatique à partir de l'hème. L'hème oxydase transforme donc l'hème en biliverdine et la biliverdine réductase transforme la biliverdine en bilirubine. Donc la bilirubine, ça provient de la destruction des globules rouges sénescents à partir donc de l'hémolyse physiologique ou parfois donc de l'érythropoïèse inefficace. Parfois aussi d'autres donc hémoprotéines telles que la myoglobine musculaire, les catalases, les peroxydases. Trois sites majeurs donc de production de bilirubine, généralement donc c'est le système réticulo-endothélial, c'est donc la rate, le foie et la moelle osseuse. Cette bilirubine qui est d'abord produite, c'est une bilirubine non conjuguée. C'est une bilirubine non conjuguée ou encore bilirubine indirecte ou encore bilirubine libre. C'est une bilirubine qui est insoluble dans l'eau, qui est liposoluble. Elle sera transportée donc dans le plasma liée à l'albumine. C'est une protéine de transport, donc l'albumine. Il va être capté d'une manière spécifique. Donc le seul organe capable donc, de capter la bilirubine, c'est le foie. L'hépatocyte donc. Captation par l'hépatocyte par le pôle sinusoïdal, bien sûr, vasculaire, au niveau de l'hépatocyte. Il va donc être fixé sur un récepteur spécifique. Donc c'est un transport actif. Le transport donc proximal, c'est un transport actif. Dans le cytoplasme de l'hépatocyte va être solubilisé par des protéines aussi de transport, plusieurs, c'est l'héligondine, ce qu'on appelle l'héligondine. Là donc il sera acheminé jusqu'au réticulum endoplasmique lisse pour glucuronoconjugisant. Donc l'enzyme majeure donc qui va assurer cette réaction, c'est la glucuronyle transférase.
c'est la glucuronyltransférase. Donc, il y a un transporteur, ce qu'on appelle l'UDPG, va donc transporter deux molécules généralement d'acide glucuronique. Il va donc les ajouter à la molécule de bilirubine. Donc, c'est généralement deux molécules. Donc, c'est une bilirubine qui est diglucuronylée. Donc, il y a deux molécules d'acide glucuronyle qui vont s'associer à la molécule de bilirubine pour devenir une bilirubine conjuguée. C'est ça, cette réaction dans les conditions normales. Parfois, il y a la bilirubine monoconjuguée. Donc, uniquement une seule molécule d'acide glucuronique. Puis, donc, la bilirubine conjuguée va être transportée au pôle biliaire de l'hépatocyte. Et c'est un transport aussi actif. Donc, il faut savoir que dans le pôle vasculaire, le pôle biliaire, le transport donc, de la bilirubine est, dans les deux cas, actif. Donc, il va par suite être drainé dans les voies biliaires, donc avec la bile. Donc, il faut savoir aussi que c'est les acides biliaires qui ont un rôle osmotique. Donc, c'est les acides biliaires qui sont responsables du flux biliaire. Donc, lorsque les acides biliaires sont drainés, donc la bilirubine va suivre, bien sûr. C'est le moteur donc, de flux biliaire. Donc, d'abord excrété dans la bile, puis bien sûr va passer dans le duodénum, le tube digestif. Dans le tube digestif, la bilirubine conjuguée sera transformée en urobilinogène sous l'action des bactéries intestinales. Cette urobilinogène, donc sous l'action des bactéries, les glucuronidases, va donc dans 80% des cas être oxydée et sera donc appelée la stercobiline qui est excrétée dans les selles et sera responsable de la coloration normale des selles, la coloration marron des selles. 20% de l'urobilinogène va être réabsorbé. Une partie va être donc excrétée dans les urines, c'est l'urobiline responsable de la couleur normale des urines. Et une partie donc de l'urobilinogène, bien sûr, va être aussi recaptée par l'hépatocyte. Et c'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. La physiopathologie de l'ictère. Il faut savoir qu'il y a trois principaux mécanismes responsables de l'ictère. 1. Donc, l'augmentation de la production de la bilirubine par hémolyse, par hyperhémolyse. Donc, ça va dépasser, bien sûr, les possibilités de conjugaison de la bilirubine non conjuguée. Et par la suite, il y a dépôt dans le sang de bilirubine non conjuguée et dépôt dans le tissu cutané. C'est un ictère à bilirubine non conjuguée. Deuxième mécanisme, c'est la diminution de la conjugaison de la bilirubine, soit par déficit partiel ou total donc, de la glucuronyltransférase. Dans ce cas, c'est un ictère aussi à bilirubine non conjuguée car les possibilités de conjugaison sont donc minimes et par la suite, il y a dépôt de bilirubine non conjuguée dans le sang. Troisième mécanisme, c'est la diminution ou l'arrêt de la sécrétion biliaire. Et c'est ce qu'on appelle la cholestase. Donc, cholestase, par définition, c'est une diminution ou arrêt de la sécrétion ou de l'excrétion biliaire. La cholestase, donc, تبدأ من الممbrane, le pôle biliaire de l'hépatocyte, jusqu'à la voie biliaire principale, jusqu'au bac cholédoque. Donc, tout mécanisme, tout donc point donc l'écoulement de la bile, donc ça peut donner un syndrome de cholestase. C'est un ictère à bilirubine conjuguée. Pourquoi? Parce que la bilirubine est conjuguée dans l'hépatocyte, mais il y a donc un arrêt de la sécrétion ou d'obstacle à l'excrétion, donc la bile conjuguée. Donc il y aura un reflux de bilirubine conjuguée dans le sang. Les mécanismes, bien sûr, soit un obstacle des voies biliaires ou carrément un arrêt ou diminution de la production de la bile par les hépatocytes. Comme on a dit, donc, le flux biliaire est assuré par les acides biliaires. Donc, s'il y aura une atteinte de l'excrétion donc, de la bile par les hépatocytes,
ça va toucher aussi donc la production de la bilirubine, l'excrétion de la bilirubine. C'est une occasion donc pour parler de la cholestase. Donc le syndrome clinique de la cholestase, je n'en fais. Il y a ce qu'on appelle donc à part l'ictère, le prurite. Un prurite. Pourquoi un prurite? Parce qu'il y a aussi reflux dans la cholestase, il y a reflux donc de toute la bile, il y a reflux des acides biliaires dans le sang. Et les acides biliaires sont prurigènes. Il y a ce qu'on appelle donc des selles décolorées. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de bile donc dans le tube digestif et pas donc de d'hérobilinogène, pas de stercobiline. Donc les selles sont décolorées jusqu'à devenir des selles mastiques blancs, donc des selles blanches. Les urines sont foncées. Quatrièmement, les urines sont foncées. Pourquoi? Parce que la bilirubine conjuguée donc, va augmenter dans le sang et la bilirubine conjuguée, elle est hydrosoluble, va être filtrée par les reins et éliminée dans les urines. Et c'est un pigment qui va foncer les urines. Donc, jusqu'à devenir parfois presque hématique. Devant donc tout ictère, il faut la première étape distinguer deux cas de figure. L'ictère à bilirubine non conjuguée et l'ictère à bilirubine conjuguée. C'est deux cas de figure. Donc, l'ictère à bilirubine non conjuguée, deux principales étiologies. C'est soit l'hémolyse, l'ictère hémolytique, soit l'ictère constitutionnel, donc par déficit partiel ou total de la glucuronyltransférase. L'ictère à bilirubine conjuguée, deux grandes causes, soit l'ictère cholestatique, c'est un ictère cholestatique suite à une cholestase. Dans ce cas, on distingue une cholestase intrahépatique, donc l'ictère médical, traité par les gastrologues, ou bien une cholestase extrahépatique, c'est l'ictère retentionnel ou l'ictère chirurgical, traité par les chirurgiens. Et l'ictère à bilirubine conjuguée constitutionnel. Donc deux maladies là. Par défaut d'excrétion de la bilirubine, mais pas de cholestase. Donc attention, l'ictère à bilirubine conjuguée peut être d'origine non cholestatique. Une autre remarque, la cholestase peut être anictérique. La cholestase, il y a un processus de cholestase, donc syndrome clinique biologique, où l'ictère peut manquer à l'âge donc la bilirubine, il n'a pas atteint le seuil de l'apparition de l'ictère. Donc il faut faire la différence entre un ictère non cholestatique et une cholestase anictérique. La démarche étiologique. Quel est le bilan minimum donc qu'on va demander devant tout ictère? Un bilan minimum. NFS, réticulocyte, bilirubine totale conjuguée. On ne dose jamais la bilirubine non conjuguée. D'ailleurs, avec la bilirubine conjuguée, c'est la bilirubine directe. On la dose directement. La bilirubine non conjuguée, on la déduit en calculant la différence entre la bilirubine totale et la bilirubine conjuguée. Un bilan de cholestase, le bilan de cholestase, gamma GT, la phosphatase alcaline, bien sûr avec bilirubine totale conjuguée. Et il ne faut pas oublier le TP, le taux de prothrombie. Il ne faut pas oublier le TP, très important. Et bien sûr un bilan azat-alat, c'est le bilan minimal devant tout ictère. Donc les étiologies, donc l'ictère à bilirubine conjuguée, on va distinguer, et l'ictère à bilirubine non conjuguée. On commence par l'ictère à bilirubine conjuguée. Il est défini par bilirubine conjuguée supérieure à 50% de la bilirubine totale. خاطر باش يعطيكم في لي كا كلينيك باش يعطيكم bilirubine totale تبدا طالعه والbilirubine conjuguée تبدا طالعه والbilirubine non conjuguée تبدا طالعه. Donc comment vous distinguez c'est un ictère à bilirubine conjuguée ou à bilirubine non conjuguée? Dans l'état normal, c'est la bilirubine non conjuguée qui تبدا chez le sujet normal. هي اللي تبدا donc la forme majeure de la bilirubine totale. Donc toute augmentation de la bilirubine conjuguée, généralement qui est supérieure à 50% de la bilirubine totale, direct ça déplace l'ictère ou un ictère à bilirubine conjuguée. Donc كان البيليروبين conjuguée أكثر من الشطر نتاع البيليروبين total, c'est d'emblée un ictère à bilirubine conjuguée.
Juste explication à l'échelle de bilirubine non conjuguée, le bilirubine conjuguée, parce que la bilirubine conjuguée, qui est dans le sang, elle va aussi être fixée par les récepteurs à l'hépatocyte. Il y aura donc une sorte de compétition avec la bilirubine non conjuguée sur les récepteurs. Donc indirectement, Z à la bilirubine non conjuguée, la Z. L'ictère à bilirubine conjuguée, qui m'a dit donc il y a principalement donc deux grandes causes. Soit l'ictère est isolé, donc pas de cholestase, l'ictère est isolé. Dans ce cas, c'est très rare, c'est l'ictère à bilirubine conjuguée constitutionnelle. C'est très rare, donc elle est à la forme, c'est à éliminer d'emblée. Femme à deux causes, tant je vois. Soit donc la grande cause la plus importante, c'est l'ictère cholestatique. Donc c'est un ictère à bilirubine conjuguée avec un syndrome de cholestase clinique, c'est-à-dire les selles décolorées, les urines sont foncées, il y a un prurite avec une cholestase biologique, donc gamma GT tala, c'est la plus sensible, phosphatase alcaline zeta tatla, mais attention au faux positif, le phosphatase alcaline, 5' nucléotidase, c'est l'enzyme la plus spécifique de la cholestase, mais on ne la dose pas en pratique clinique, et TP, surtout TP, fait le cholestase tebda. Donc TP tebda, il faut la faire, TP, ne pas l'oublier, TP. Donc c'est un ictère cholestatique. Quel est le premier examen complémentaire à demander devant un ictère cholestatique? C'est l'échographie abdominale. C'est un examen de première intention pour différencier une cholestase d'origine extra-hépatique. C'est l'ictère retentionnel chirurgical. Dans ce cas, à l'écho, vous allez voir une dilatation des voies biliaires. Donc la dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, ça signe que l'obstacle est ou que donc l'origine de l'ictère c'est une cholestase extra-hépatique. Si il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, c'est une cholestase intra-hépatique dont on verra les causes. L'ictère cholestatique. Quels sont les éléments en faveur de l'ictère cholestatique? Cliniquement, donc, le prurite, l'ictère, les urines foncées, les selles décolorées jusqu'à devenir mastiques. Même d'autres signes qui sont généralement oubliés par les étudiants. La malabsorption lipidique. Donc la bile fait tout ce qui est selles biliaires. Les selles biliaires sont responsables, ils sont indispensables à l'absorption des lipides. Donc tout ce qui est malabsorption lipidique, la stéatorée, tant je vois fait cours diarrhée chronique par défaut d'absorption des lipides. Les ecchymoses par malabsorption des vitamines K, on fait donc on dose le TP, mélanodermie, donc, et les exanthemes ou exanthelasma par hypercholestérolémie. Le bile donc fait du cholestérol, la bile va être refluée dans le sang, donc il y aura une hypercholestérolémie. Et c'est généralement donc dyslipidémie, tant je vois la dyslipidémie le cholestase, c'est une dyslipidémie très hétérogène. L'hépatomégalie de cholestase, il faut apprendre ses caractéristiques. C'est une hépatomégalie ferme, surface lisse, à bord inférieur mousse et qui est indolore. La biologie, comme on a dit, le syndrome de cholestase, c'est l'augmentation de la phosphatase alcaline gamma GT avec augmentation de la bilirubine conjuguée. Comme on a dit, donc on peut avoir aussi une augmentation de la bilirubine non conjuguée associée et je vous ai expliqué le mécanisme. L'hypercholestérolémie, la baisse des vitamines, donc liposolubles, la diminution du TP par hypovitaminose K. Mais dans ce cas, on peut différencier donc la baisse du TP due à la cholestase et la baisse du TP due à l'insuffisance hépatocellulaire, par exemple l'hépatite aiguë, par un test, ce qu'on appelle le test de colère. À la cholestase, donc ce qui manque, c'est uniquement la vitamine K qui n'est pas absorbée. Donc par une injection intramusculaire de vitamine K, il y aura rétablissement du taux de TP normal. Axe l'insuffisance hépatique. L'insuffisance hépatique, les facteurs ne sont pas synthétisés. Les étiologies. Donc petit 1, on va développer la cholestase extra-hépatique. L'obstacle lithiasique, donc la lithiase de la voie biliaire principale. Donc c'est généralement un ictère qui est fluctuant. Un ictère fluctuant, ça témoigne d'un obstacle incomplet. C'est un ictère fluctuant
douloureux, parfois fébrile, et ça peut se compliquer donc d'une angiocolite aiguë. Donc l'obstacle lithiasique, c'est un obstacle incomplet. Ça donne une cholestase qui peut donc s'associer à un syndrome angiocolitique. Donc la triade de Charcot, c'est défi donc comme challenge, c'est douleur, fièvre, puis ictère dans 24 à 48 heures. C'est la triade de Charcot. La lithiase donc de la voie biliaire s'accompagne de foie donc cholestatique, un gros foie, hépatomégalie, peut s'accompagner d'une grosse vésicule. Lorsque le calcul est au-dessous de l'abouchement du canal cystique. L'échographie abdominale donc va nous montrer la dilatation des voies biliaires. Elle nous montre rarement les microcalculs, peut nous montrer donc les calculs de la voie biliaire principale dans 75% et la dilatation en amont. Mais les deux examens les plus performants en matière donc de lithiase de la voie biliaire principale, c'est l'écho-endoscopie et la bili-IRM. Remarque donc le syndrome du Mirizi. Qu'est-ce que le syndrome du Mirizi? C'est une obstruction de la voie biliaire principale par un gros calcul qui est enclavé dans le canal cystique ou dans le collet et qui va donc comprimer, c'est une compression donc d'origine extrinsèque, va comprimer la voie biliaire principale. Donc il n'y a pas comme la lithiase donc de la voie biliaire principale, il n'y a pas de migration de calcul. Le calcul il est enclavé dans le collet et le canal cystique et par compression extrinsèque ça va comprimer la voie biliaire principale. Donc c'est tout ce qui est obstacle lithiasique. C'est une cause très fréquente de la cholestase extra-hépatique, la cholestase et de l'ictère retentionnel. Donc c'est un obstacle qui est incomplet. Le risque, je vous ai donc parlé, c'est l'angiocolite aiguë. C'est une urgence. Deuxième donc cadre étiologique, c'est les obstacles néoplasiques. Donc la voie biliaire principale peut être donc comprimée. La voie biliaire principale, anatomiquement, elle est à proximité même. Donc on a un rapport intime avec la tête du pancréas. Donc le cancer de la tête du pancréas, c'est la première cause des obstacles néoplasiques de la voie biliaire principale. C'est un adénocarcinome. C'est généralement un homme donc de la soixantaine. Notion d'altération de l'état général et c'est un ictère nu. Qu'est-ce qu'un ictère nu? Un ictère nu, c'est un ictère sans fièvre ni douleur abdominale. Mais ce qui m'a fait l'angiocolite, c'est un ictère nu. Et c'est un ictère qui est progressif et évoluant d'un seul tenant, c'est-à-dire n'est pas fluctuant, axe l'obstacle incomplet lithiase. Donc l'obstacle il est complet, donc évoluant d'un seul tenant sans rémission. Peut s'associer parfois des douleurs épigastriques, bien sûr, douleurs de type pancréatique à irradiation dorsale. Le prurite, bien sûr, il est généralement intense, donc un syndrome de cholestase qui est très intense, le prurite surtout. Hépatomégalie de cholestase. Et ce qu'on appelle donc la triade de Courvoisier-Terrier. C'est l'association de l'ictère, hépatomégalie de cholestase et la grosse vésicule palpable qui est bien sûr inconstante. Donc la triade de Courvoisier-Terrier. Remarque aussi parmi donc les modes de révélation du cancer de la tête du pancréas, c'est l'apparition ou l'aggravation d'un diabète chez un sujet de sexe masculin supérieur à 40 ans sans antécédents familiaux de diabète et sans obésité. Donc, tout diabète récent chez un sujet, notamment alcoolique, à partir de 40 ans, donc il faut penser au diagnostic du cancer de la tête du pancréas. Le marqueur tumoral qu'on utilise pour le cancer de la tête du pancréas, c'est le CA19-9. Il est élevé. Le diagnostic positif de cancer de la tête du pancréas, c'est pas comme les autres cancers, c'est pas un diagnostic anatomopathologique. Généralement, on fait donc l'échographie abdominale, bien sûr de première intention, ça va nous orienter vers un processus donc au niveau de la tête. Le scanner abdominal, c'est l'examen le plus performant avec coupe pancréatique, bien sûr. Ou parfois l'écho-endoscopie pour un bilan d'extension loco-régionale, surtout pour les petites tumeurs.
Donc, une image donc, très caractéristique à l'écho abdominal pour les cancers de la tête du pancréas, c'est la double dilatation du wirsung et de la voie biliaire principale. Donc, la CPRE, là, c'est pas un examen à but diagnostique, c'est à titre palliatif pour monter une prothèse biliaire ou un drain naso-biliaire. Deuxième cause d'obstacle néoplasique, c'est l'empylome bactérien. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un ictère évoluant d'un seul tenant, c'est un ictère fluctuant. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécrose tumorale. Donc oui, ma femme a une nécrose tumorale. Il y a un obstacle qui est incomplet. Donc ça peut, par exemple, l'empylome bactérien, ça peut se compliquer d'angiocolite. Angiocolite d'origine néoplasique. L'obstacle, il est incomplet. Donc il y a un passage des germes du duodénum vers la voie biliaire principale et dans le sang. C'est le reflux des germes. L'empylome bactérien peut donc donner des mélénas. Cette nécrose tumorale, donc au niveau de l'ampoule de Vater, peut saigner et on peut trouver une méléna et parfois une anémie chronique. L'examen toujours de première intention, c'est l'écho abdominal. Un examen donc qui oriente vers l'empylome bactérien, c'est la duodénoscopie latérale, donc avec biopsie. Mais l'écho-endoscopie est de loin l'examen le plus performant pour les empylomes bactériens, c'est l'écho-endoscopie. Troisième cause donc d'obstacle néoplasique, c'est le fameux cholangiocarcinome. Le cholangiocarcinome, c'est donc un cancer qui est de plus mauvais pronostic, donc la tumeur digestive. Et malheureusement, ce cancer, donc l'incidence est en très forte augmentation depuis les années 2000. Donc les causes sont vraiment inexpliquées, c'est inexpliqué. Mais vous allez apercevoir dans les services de chirurgie qu'il y a beaucoup de malades avec cholangiocarcinome. Il se manifeste, donc cholangiocarcinome, c'est une tumeur qui prend naissance au niveau de la voie biliaire principale. C'est ça la définition. Et c'est un ictère, cette fois-ci, c'est un ictère qui peut être un ictère nu d'un seul tenant, si l'obstacle est complet. Et s'il y a une nécrose, ça peut nécroser, donc ça devient un obstacle incomplet et ça peut donner une angiocolite aiguë. Il y a une altération de l'état général qui est très manifeste, le cholangiocarcinome. Donc le cholangiocarcinome, lorsque ça se situe au niveau de l'île hépatique, c'est ce qu'on appelle la tumeur de Klatskin. Le diagnostic positif, donc, c'est la bili-IRM. Bien sûr, on peut l'écho et le scanner, ça peut aider, mais l'examen le plus performant, c'est la bili-IRM. Quatrième cause, c'est le calculo-cancer. Le calculo-cancer, c'est le cancer de la vésicule biliaire. Comment? Par envahissement de l'île hépatique. Donc, comment un cancer de la vésicule biliaire peut donner un obstacle de la voie biliaire? C'est par extension et par envahissement de l'île hépatique. Remarque le cancer, donc le cancer de la vésicule biliaire, il fait donc un envahissement, surtout l'envahissement au niveau du foie, segment 4 et segment 5 surtout. Donc c'est généralement un cancer de découverte sur pièce de cholécystectomie. C'est des patients cholécystectomisés et on découvre à la pièce d'anapathe, dans 1% des cas, donc la présence d'un calculo-cancer. À l'échographie, donc c'est chez les patients, autrement, à l'échographie, on trouve un aspect d'épaississement de la paroi vésiculaire et dans ce cas, donc, on doit suspecter le diagnostic. Les étiologies donc d'un ictère cholestatique qui peuvent donner une grosse vésicule, une question d'examen, citer 4 causes qui peuvent s'accompagner de grosses vésicules. Cancer de la tête du pancréas, là donc c'est le type. Cholangiocarcinome, surtout du bas cholédoque. Un calculo-cancer et surtout un calcul du bas cholédoque qui est enclavé. Donc un calcul du bas cholédoque enclavé, c'est un obstacle complet. Et un empylome bactérien, donc un titre comme 5 causes, mais surtout les causes d'obstacles complets qui donnent au-dessous de l'abouchement des cystiques peuvent s'associer avec une grosse vésicule. Troisième donc, cause, c'est les obstacles d'origine parasitaire. C'est surtout le kyste hydatique du foie qui est ouvert dans les voies biliaires.
C'est la deuxième complication. Dans le fois qui est identique, l'ouverture dans les voies biliaires. Deuxième complication par ordre de fréquence après l'infection. Et ça donne un tableau d'angiocolite idatique. Autre parasite, dystomatose et l'ascaridiose. L'ascaridiose, c'est un parasite qui est le plus, donc macroscopiquement, le plus volumineux. Donc ça dépasse 20 cm parfois. Donc, les autres, les parasites sont généralement microscopiques, mais ce parasite, donc, qui est autre étiologie, donc pancréatite chronique, ça pose un diagnostic différentiel avec le cancer de la tête, la fibrose pancréatique, le pseudokyste et l'inflammation donc pancréatique. La pancréatite chronique, donc ça pose un diagnostic différentiel avec le cancer de la tête du pancréas. Ça comprime la voie biliaire principale soit par l'inflammation donc pancréatique, soit par la présence de pseudokyste ou bien par la fibrose pancréatique. Aussi la pancréatite d'origine auto-immune. Donc la pancréatite auto-immune, ça donne donc un tableau qui peut donc, peut être confondu avec un cancer de la tête. Donc ça peut comprimer la voie biliaire. Les sténoses donc de la voie biliaire principale, il y a donc des pathologies qui sont rares, les dilatations et les sténoses de la voie biliaire principale, et bien sûr les plaies de la voie biliaire principale. C'est la complication la plus fréquente, par exemple, de la chirurgie, donc de la cholécystectomie. Donc tout ictère après une cholécystectomie, ça peut, donc deux diagnostics à évoquer, soit un obstacle résiduel donc de la voie biliaire principale, donc avant la cholécystectomie, soit une plaie de la voie biliaire principale qui s'est cicatrisée avec une fibrose, donc au décours de la cholécystectomie. Deuxièmement, donc les cholestases intrahépatiques. Le cholestase intrahépatique, donc on distingue deux grands types de pathologies. Il y a les maladies des voies biliaires intrahépatiques. Il y a les hépatites cholestatiques par diminution de la sécrétion biliaire. Les maladies des voies biliaires intrahépatiques, de loin, la CBP, il faut vraiment l'apprendre, cette CBP à la mode, donc la cirrhose biliaire primitive. C'est une destruction des canaux biliaires intralobulaires. Le terrain, c'est une femme de la cinquantaine. C'est un ictère qui est tardif, généralement précédé donc par plusieurs années de notion de prurite et d'asthénie surtout. Asthénie avec prurite. Puis l'ictère est très tardif et ça a une mauvaise valeur pronostique. Avec bien sûr un syndrome de cholestase, donc puisqu'il y a destruction des canaux biliaires intralobulaires, donc c'est un ictère d'origine cholestatique comme on l'a déjà dit. Il faut savoir que le taux de bilirubine, donc s'il est supérieur à 100 micromoles par litre, c'est une indication donc, dans la CBP à la transplantation hépatique. Avec Alèche l'ictère, donc c'est une mauvaise valeur pronostique. Le diagnostic positif, donc on suspecte le diagnostic sur l'augmentation des taux d'immunoglobuline M, les IgM. Il y a les anticorps mitochondries de type M2, donc Gamro, donc IgM M2. Anticorps mitochondries de type M2. Le diagnostic peut être fait par la PBF, mais est obligatoire, donc la ponction biopsie du foie. On peut donc avoir la cholangite, une cholangite chronique non suppurée. Donc aspect de cholangite chronique destructrice qui est non suppurée. Deuxième cause, la cholangite sclérosante primitive, la CSP. Donc différence importante avec la CBP. Donc vous pouvez le tableau comparatif entre la CBP et la CSP pour ne pas les confondre. La CSP, ça touche tout l'arbre biliaire. Donc ça peut toucher l'extra-hépatique, la CSP, la cholangite sclérosante primitive. Le terrain, c'est généralement un homme, 40 ans, un ictère avec des accès d'angiocolite. Donc, remarque, la cholangite sclérosante primitive, c'est dans 70% des cas associé à la RCH. Donc, c'est chez un patient ayant une MICI, tout ictère, ça doit nous penser à la CSP associée.
il faut faire dans ce cas la bili-IRM, c'est l'examen de référence. Qu'est-ce qu'on montre la bili-IRM? C'est des sténoses étagées en collier de perles. Qui cherche donc des sténoses, puis des dilatations, puis des sténoses, puis des dilatations. Bien sûr, asthénie et prurite au début, qui m'a donc fait le CBP. Le risque donc de la CSP, c'est bien sûr, puisqu'il y a un obstacle, une sorte d'obstacle incomplet, il y a donc des sténoses, les accès d'angiocolite. Le risque donc de la lithiase biliaire, il y a une stase de la bile, donc ça risque de former ce qu'on appelle la lithiase biliaire, soit intra-hépatique ou au niveau de la voie biliaire principale, la lithiase vésiculaire. Et le risque à long terme, c'est la cirrhose et surtout le cholangiocarcinome. Donc, quatre risques CSP, c'est les accès d'angiocolite, c'est la cirrhose, c'est la lithiase biliaire et c'est le cholangiocarcinome. Des autres causes donc de cholestase intrahépatique, bien sûr par maladie des voies biliaires intrahépatiques, la cholangite auto-immune, la ductopénie idiopathique de l'adulte, le CHC, donc cancer, carcinome hépatocellulaire par maladie des voies biliaires intrahépatiques, les métastases hépatiques, le kyste hydatique du foie, ça peut comprimer bien sûr les voies biliaires intrahépatiques, l'abcès du foie aussi, ça peut comprimer, et la maladie de Wilson. La maladie de Wilson, donc ça peut donner plusieurs tableaux. Ça peut donner une hépatite aiguë, une hépatite chronique, ça peut même donner une hépatite aiguë fulminante, la maladie de Wilson, et ça peut donner donc une cholestase par atteinte des voies biliaires intrahépatiques. S'associe la maladie de Wilson à une anémie hémolytique avec test de Coombs direct négatif. Il faut la prendre. On va la voir après dans les causes du l'ictère chez l'enfant. Deuxième dans le cadre étiologique, c'est l'ictère cholestatique, donc cholestase intrahépatique, dans le cadre d'une diminution de la sécrétion biliaire, dans le cadre donc, des hépatites cholestatiques, donc par atteinte des voies biliaires. C'est les hépatites aiguës de loin, d'origine virale, médicamenteuse ou alcoolique, donc l'hépatocyte est atteint. Il n'y a pas de sécrétion de bilirubine. Les hépatites chroniques, la cirrhose. Dans ce cas, la cirrhose, donc l'ictère fait cirrhose, c'est un ictère mixte à bilirubine conjuguée et parfois aussi à bilirubine non conjuguée. Quelles sont les causes donc, de l'ictère fait cirrhose, les facteurs qui participent à l'ictère? Soit c'est une poussée de la maladie causale, donc par exemple une poussée donc virale. Soit c'est une dégénérescence, un carcinome hépatocellulaire. Soit c'est un médicament hépatotoxique. Soit donc c'est un hypersplénisme. Donc l'HTP, l'hypertension portale, il y a une splénomégalie, hypersplénisme. Donc ça peut s'associer à un tableau d'hyperémolyse, bien sûr, c'est un ictère à bilirubine non conjuguée. Et parfois, bien sûr, une infection bactérienne ou insuffisance rénale associée, bien sûr, ça favorise l'augmentation donc de bilirubine non conjuguée. Les infections, donc, c'est bien sûr les septicémies, donc ça touche donc, dans le cadre de syndrome de défaillance multiviscérale, l'hépatocyte, donc une défaillance hépatocytaire, et c'est un ictère par hépatite cholestatique. Les médicaments, l'alimentation parentérale, les hépatopathies gravidiques. Il faut apprendre 4 étiologies des hépatopathies gravidiques. Les vomissements incoercibles de la grossesse. 2. La cholestase gravidique. 3. La stéatose hépatique aiguë gravidique. Et 4. La prééclampsie et surtout le HELP syndrome. 4 causes à apprendre par cœur d'un ictère chez une femme enceinte, donc dans le cadre des hépatopathies gravidiques, un ictère cholestatique par diminution de la sécrétion biliaire. Dans le cadre donc, dans le cadre donc de l'ictère à bilirubine conjuguée, on a vu l'ictère cholestatique. Maintenant, l'ictère à bilirubine conjuguée non cholestatique, c'est un ictère isolé. C'est des étiologies très rares, c'est ce qu'on appelle l'ictère à bilirubine conjuguée constitutionnel. Généralement,
donc c'est une élévation isolée du bilirubine non conjugué, de la bilirubine conjuguée. Deux causes à apprendre, c'est la maladie de Dubin-Johnson et la maladie de Rotor. La maladie de Dubin-Johnson, c'est une maladie autosomique récessive. Il y a une diminution de l'excrétion biliaire de la bilirubine conjuguée due à un déficit congénital en transporteur. Donc le transporteur fait le pôle biliaire, c'est le MRP2. C'est une maladie qui est latente, donc c'est un ictère chronique à révélation tardive. C'est un ictère modéré qui est isolé. Peut s'associer avec une mélanurie et porphynurie, donc les urines. Le test à la BSP, donc il faut l'apprendre. Il y a une diminution de l'élimination initiale plus deuxième pic, remontée secondaire. Attention, il faut donc les différences. Comment différencier entre Dubin-Johnson et Rotor? D'abord par le test à la BSP. Quand elle fait la maladie de Rotor, le BSP est normal. Remarque que BSP c'est un colorant qui suit le métabolisme de la bilirubine. Et à la PBF, le foie est brun foncé, presque noir. Remarque, c'est une maladie totalement bénigne et aucun traitement. Par contre, la maladie de Rotor, c'est une maladie aussi autosomique récessive, mais c'est un trouble pas du transport. C'est un trouble de stockage déjà de la bilirubine conjuguée par l'hépatocyte. Le test à la BSP est normal, la PBF est normale et pas de traitement. Donc, le pronostic est excellent et aucun traitement nécessaire. Deuxième partie de ce cours, c'est l'ictère à bilirubine non conjuguée. Dans ce cas, l'ictère est après la bilirubine totale augmentée à prédominance non conjuguée. Dans ce cas, c'est un ictère qui est soit isolé, dans ce cas constitutionnel, et c'est la maladie de Gilbert la cause la plus fréquente dans ce cas, ou bien la maladie de Crigler-Najjar qui est une maladie très grave, ou c'est un ictère qui est hémolytique, donc il y a une hémolyse. Donc très important, fait l'ictère à bilirubine non conjuguée, il faut faire NFS et un bilan d'hémolyse. Si le bilan d'hémolyse est positif, c'est un ictère hémolytique, sinon c'est un ictère probablement constitutionnel. Je l'ai dit donc l'ictère hémolytique lié donc à une augmentation de la production de la bilirubine non conjuguée. Les anémies hémolytiques, donc c'est un ictère avec urine donc de coloration normale, des selles de coloration normale. Attention, ça peut s'associer une pâleur et surtout la splénomégalie. Donc la splénomégalie associée à l'ictère, ça peut nous faire penser à une cause, cholestatique dans le cadre d'une cirrhose par exemple, donc dans le cadre d'un syndrome d'hypertension portale, et ça peut aussi nous faire penser à l'anémie hémolytique, donc à un ictère à bilirubine non conjuguée. Biologie, donc on va trouver une anémie qui est régénérative, donc l'anémie hémolytique régénérative, et bilan d'hémolyse, bien sûr, diminution de l'aptoglobine, augmentation donc de la LDH. Les étiologies, bien sûr, c'est surtout les anémies tissulaires, c'est surtout les anémies intratissulaires qui s'associent à l'ictère. C'est surtout donc la drépanocytose, l'anémie hémolytique auto-immune, les hémolyses donc chroniques actives donc de sphérocytose héréditaire, l'ictère non hémolytique constitutionnel, défaut de conjugaison. Donc c'est un ictère qui est généralement isolé. Donc il n'y a pas d'hémolyse associée. Forme à deux maladies. Soit c'est un déficit total en glucuronyltransférate. Dans ce cas, c'est la maladie de Crigler-Najjar. Forme à deux types d'enchaufeau. Soit c'est un déficit partiel. Dans ce cas, c'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est la maladie de Gilbert. Donc c'est un ictère très fréquent. C'est un ictère isolé, bien toléré. La maladie de Gilbert, donc c'est presque 10% de la population. Autosomique récessive, lié à la mutation du gène promoteur, donc de la glucuronyltransférase. C'est un déficit partiel. C'est un ictère donc, qui apparaît à l'adolescence, qui est bénigne, qui évolue par poussée, donc c'est un ictère fluctuant, et qui est amélioré par le phénobarbital, donc
qui est un inducteur hépatique. Donc, les antiépileptiques, ce sont des inducteurs, c'est-à-dire elles stimulent donc le métabolisme hépatique cytochrome P450 et qui est aggravé par le jeûne prolongé. Donc, les sujets deviennent ictériques, ou bien par un effort intense ou une intervention chirurgicale, ou bien par l'infection. Donc, c'est un ictère à bilirubine non conjugué qui ne dépasse pas généralement 80 micromoles par litre. Remarque, la maladie de Gilbert, c'est l'étiologie la plus fréquente donc, de l'ictère à bilirubine non conjugué, plus fréquente donc, que les anémies hémolytiques. La maladie de Crigler-Najjar, il y a deux types. De type 1, c'est une maladie autosomique récessive. C'est un déficit total de la glucuronyl-transférase. Donc le risque d'ictère nucléaire à la période néonatale est très important et c'est une encéphalopathie qui est mortelle. Remarque, chez le nouveau-né, il faut savoir que donc la bilirubine non conjuguée qui rend donc la captation elle est spécifique par le foie. La bilirubine non conjuguée tarde dans le cerveau. Normalement, elle n'est pas perméable. Parce qu'il y a une immaturité des jonctions cellulaires. Donc la barrière hémato-encéphalique elle est encore immature. Donc le complexe bilirubine non conjuguée albumine et la bilirubine non conjuguée, bien sûr, elle est liposoluble dans la graisse au niveau du cerveau. Donc elle va être déposée au niveau surtout des noyaux gris de la base, d'où la toxicité MTAH. La maladie de Crigler-Najjar type 2, c'est un déficit profond donc, de l'activité, mais pas total. Crigler-Najjar type 1, c'est généralement des patients qui survivent. Donc, Crigler-Najjar type 1 est moutou, ou type 2 donc yaïchou. Mais le traitement, on indique un traitement, c'est le phénobarbital à vie. Remarque, dans la maladie de Gilbert, aucun traitement n'est indiqué. Il faut rassurer le patient, c'est une maladie bénigne. À voir, ce n'est pas une maladie. StudyGate, Digital Learning Technologies.